Voilà, donc bienvenue sur cette nouvelle conférence sur le thème toujours du baccalauréat. Donc pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs fois, on va revenir sur des données déjà connues. Mais là, l'objectif de ce focus, c'est vraiment s'intéresser à la spécialité physique-chimie. Une série de conférences, c'est la quatrième en fait que nous faisons. Nous avons déjà organisé, donc enregistré mathématiques, français, histoire, géopolitique et sciences politiques. Donc aujourd'hui, physique-chimie. Je pense qu'en janvier, nous allons organiser également une réunion d'information sur le thème du bac philosophie et de l'épreuve grand oral. Je vous en dirai deux mots tout à l'heure, un peu plus tard dans la présentation. Donc, toutes les conférences se passent en direct, en replay également, et vous avez les coordonnées pour pouvoir nous suivre qui apparaissent sur l'écran. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, le sujet, c'est physique-chimie. Moi, je suis Christine Mélou, je suis la présidente de PGE-PGO. PGE-PGO, en deux mots, est un organisme qui a deux activités. La première, c'est la préparation des concours. Concours des écoles commerce, ingénieurs, Sciences Po, IEP, post-bac, mais bac plus 2, bac plus 3 également. Et puis également un accompagnement pendant le lycée, puisqu'on l'a bien compris, le dossier scolaire du lycée devenait de plus en plus important dans les critères d'admission aux études supérieures. Donc, il était totalement logique qu'au-delà des concours, nous accompagnions également les étudiants pendant leurs années au lycée. Donc, un accompagnement qui se passe seconde, première et terminale. Je suis aujourd'hui accompagnée pour vous parler de cette spécialité physique-chimie par Sophie, qui va vous dire deux mots sur la... Voilà, donc moi je suis passée moi-même à travers la CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai fait un magistère de physique-chimie et de physique fondamentale. J'ai passé l'agrégation de physique. Et voilà, une fois mes études terminées, j'ai tout de suite travaillé dans des prépas concours. Donc tout d'abord une prépa concours pour les concours médecine, tous les concours paramédicaux, les remises à niveau scientifique. Et maintenant, depuis 2 ans, donc au sein de PGE-PGO, pour les concours ingénieurs de terminale. Et j'ai à côté aussi une auto-entreprise de cours particuliers. Donc, je pense que j'ai touché en tant qu'élève ou prof à peu près tout ce qui se fait en concours scientifique. Merci Sophie. C'est bien pour ça que vous êtes avec nous. Tout à fait. Alors, on va, comme je vous le disais, parcourir plusieurs thèmes. Je vais revenir un peu sur le bac et peut-être au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent, on a des informations un peu plus robustes sur la façon dont ce bac va se passer. Donc, le focus sur spécialité, cette session va être sur la physique-chimie. Je reviendrai parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité un peu sur les mathématiques, sur quelques conseils et informations pour vous permettre d'être plus efficace. Et le sujet lié un peu à la physique-chimie, c'est le sujet de la compréhension. Et puis, je me permettrai, mais très rapidement, de revenir sur cet accompagnement que PGE-PGO propose de manière, je vous promets, très rapide. Donc, une réunion qui, en règle générale, dure entre 1 heure et 1 h 30, selon le nombre de questions. Nous sommes en comité réduit aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'autres réunions d'information qui se passent en même temps que celle-ci, c'est peut-être la raison. Et donc, on pourra répondre davantage, peut-être plus précisément à toutes vos questions, et peut-être que cette conférence durera un peu moins longtemps qu'à d'autres moments. Voilà. Donc, je vais revenir, comme je vous l'avais expliqué, sur le baccalauréat. Donc, pour le contexte, je pense que vous l'avez maintenant en tête, mais la répétition en pédagogie ne nuit jamais. Donc, les nouveautés de ce bac qui finalement n'a pas pu avoir lieu l'année dernière et qui sera en fait une V1. Un contrôle final qui va compter pour 60% de la note. Ça, on revient à ce qu'on connaissait depuis toujours, c'est-à-dire une épreuve égale une note. Tout au bout là du texte, 10% qui correspondront à le véritable contrôle continu, dont on entend bien parler, beaucoup parler, mais qui en fait ne concerne que 10% de cette note finale du baccalauréat. Donc là, on parle de quoi? On parle de toutes les notes que vous aurez lors de vos devoirs sur table, je crois qu'on appelle ça comme ça, au lycée. Et puis entre les deux, des épreuves d'une nature un peu intermédiaire, on appelle ça les épreuves communes de première et terminale, qui compte pour 30%. Et donc, 60 plus 30 plus 10, ça fait ces 100%. Les épreuves communes, elles ont comme particularité
donc d'être à la jonction, c'est-à-dire qu'elles ce sont des épreuves officielles qui vont être issues d'une banque d'épreuves, une banque nationale d'épreuves. Les copies seront anonymisées et les correcteurs ne seront pas vos professeurs. Donc en ça, ça se rapproche de l'épreuve finale, mais en revanche, on sort de une épreuve égale une note puisque ces matières vont être validées, ou devaient, parce qu'on va voir les petits changements, devaient être validées par 3 notes, 2 pendant la classe de première et 1 pendant la classe de terminale. Alors, une autre façon de regarder ceci, c'est un tableau que j'ai maintenant l'habitude de vous proposer, que j'appelle un peu une autre feuille de route. L'exercice auquel je me suis livrée est très simple. Il était de reprendre chacune des matières, d'indiquer pour chaque matière le coefficient de la matière. Donc, la première ligne histoire-géo a un coefficient 5 à l'intérieur de ce baccalauréat. Préciser le nombre d'épreuves pour valider cette matière et obtenir ce coefficient 7. Indiquer donc là 3 épreuves, puisqu'on est dans ce principe des épreuves communes. 3 épreuves, comme vous voyez, 2 pendant la classe de première et 1 note pendant la classe de terminale. Et donc, tout simplement, si on fait une division par 3, ce coefficient 5 est réparti en 3 notes qui comptent chacune pour 1,7 de coefficient. Donc, on voit comment l'effort peut s'organiser selon l'année de première et selon l'année de terminale. Les épreuves, comment le calendrier de ces différentes épreuves et à chaque fois l'importance à travers le coefficient de chacune des épreuves auxquelles vous allez être confrontés. Donc les premières parties, les coefficients 5 correspondent à ces épreuves communes, avec le fameux sous-total, coefficient 30, qui va regrouper 12 épreuves, en tout cas qui aurait dû regrouper 12 épreuves s'il n'y avait pas eu les perturbations de cette année. Le dossier continu, le dossier en contrôle continu coefficient 10, et puis pour terminer, ces fameuses épreuves qui comptent pour 60%, donc là, une épreuve finale, une note, le français coefficient 10, mais donc un écrit et un oral, chacun pour coefficient 5, les spécialités que vous avez gardées en terminale, spécialité 1, spécialité 2, et là, vous notez forcément le coefficient 16 pour chacune de ces spécialités sur une seule note, uniquement deuxième trimestre de terminale, à peu près mi-mars. L'épreuve de philosophie en fin d'année, l'épreuve du grand oral également en fin d'année. Donc, pour moi, il y a 2 conclusions importantes que j'aimerais faire sur ce tableau. C'est les 2 spécialités terminales à laquelle on peut associer le grand oral, puisque le grand oral va porter sur l'une des spécialités ou un sujet transversal à ces 2 spécialités, représente 42% de la note finale du baccalauréat, donc c'est important, hein, très, très important. Et puis l'autre point, tout ça pour renforcer aussi l'importance des spécialités, de dire que l'évaluation de cette spécialité en terminale, certains pouvaient espérer qu'elle serait décalée un peu plus dans l'année. Cette année, elle a été confirmée mi-mars. Pourquoi? Afin de permettre à ce que ces notes, 7 notes, une note spécialité 1, une note spécialité 2, soient bien intégrées à Parcoursup. Et que du coup, les établissements de l'enseignement supérieur puissent avoir accès à cette note de spécialité. Ce qui est assez logique dans la mesure où on sait que derrière la réforme, il y a l'idée que les spécialités soient davantage reliées, préparent davantage aux études supérieures, sont davantage reliées à l'enseignement supérieur. Et donc, il est normal qu'on puisse permettre aux établissements de regarder les résultats obtenus à ces spécialités. Alors ça, c'était la feuille de route d'origine. Cette année, les choses vont être un tantinet différents pour 2 raisons. La première raison, c'est les perturbations de l'année dernière et la deuxième raison, c'est les perturbations qui sont en train d'avoir lieu cette année. Donc, pour mémoire, et je sais que c'est un peu compliqué, et c'est pour ça que j'ai tenu à y revenir, et si vous demandez le support, vous pourrez avoir ce texte plus tard. Donc, l'année dernière, suite à l'annulation de la deuxième épreuve, de la deuxième session des épreuves communes qu'on appelle les E3C, donc deuxième épreuve, c'est E3C2. Vous avez vu que je vous ai remplacé premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre par épreuve 3, E3C 1, première épreuve, E3C, deuxième épreuve, 2, E3C 3, troisième épreuve. Donc l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que les E3C2, dernier trimestre de première, n'ont pas eu lieu, et que donc seules les notes obtenues lors de la première évaluation vont compter pour la première.
il était prévu du coup de rajouter uniquement l'évaluation de la terminale en troisième trimestre de terminale. Également, même chose pour l'épreuve de spécialité qui était abandonnée, même chose pour l'épreuve scientifique. Les évaluations du deuxième trimestre de première n'ont pas eu lieu et donc on a remplacé cette évaluation par la moyenne des notes obtenues. Donc ça, c'était pour les perturbations de l'année dernière. Cette année, nouvelle perturbation, une deuxième décision pour faciliter les choses pour les étudiants, il faut en avoir conscience. Les épreuves communes, donc les E3C3, parce que le programme de première n'ayant pas été terminé, les niveaux de terminale étant très hétérogènes, l'évaluation étant compliquée, enfin, tout le contexte que vous connaissez. La première des choses, et puis le contexte sanitaire étant peut-être un peu risqué. Première modification, première décision du ministère, les épreuves communes qui avaient lieu, donc cette évaluation de fin de terminale sont remplacées par un contrôle continu sur l'année. Et donc, moralité sur ces matières-là, histoire, géo, les langues, donc toutes celles des épreuves communes, on va se retrouver avec une première note de première et le contrôle continu de terminale. Quant aux enseignements scientifiques et aux spécialités, on va se retrouver avec du contrôle continu finalement à la fois sur la première et sur la terminale. Donc, on sent bien que les choses ont été allégées. Je vais répondre à la question juste quand j'ai fini mon tableau. Sur la spécialité, deuxième sujet, les fameuses coefficients 16 pour les deux. Même chose, Sophie me l'a confirmé à l'instant, le ministre a donné comme information qu'au lieu d'avoir un seul sujet pour chacune des spécialités, les étudiants auront le choix au minimum entre deux épreuves. Parfois, ça sera un peu plus subtil. Je sais que Yannick, en mathématiques, vous a expliqué que c'était un tout petit peu plus subtil parce qu'il y avait à la fois des épreuves et des exercices d'application. Et en tout cas, sauf erreur de ma part, Sophie, il y aura également deux épreuves pour la matière spécialité physique-chimie également pendant le mois de mars. Tout ceci vraiment pour prendre en compte que les lycées auront du mal, et on va y revenir en physique-chimie largement, auront du mal à vraiment finir complètement le programme et que donc on doit laisser un peu plus de liberté aux étudiants. Les oraux des LV1 et des LV2 sont-ils inclus dans les épreuves communes? C'est une question pour tout vous dire dont je n'ai pas la réponse. Si vous Lydie, si vous m'envoyez un mail, je vous répondrai par mail et je répondrai d'ailleurs à tout le monde par mail. Je n'ai pas la réponse, donc je ne vais pas me lancer dans la construction de quelque chose dont je ne suis pas sûre, mais faites-moi un mail à l'adresse contact@prépagrandesécoles.fr et je vous répondrai promis la semaine prochaine. Alors, donc, on avait dit qu'on passait ensuite aux spécialités. Donc, titre d'information, ce sont les spécialités qui ont été choisies en 2019 donc, par les étudiants. On voit très nettement, forcément, dans un moment de difficulté et d'incertitude plutôt, le gros poids qui reste sur les matières scientifiques, maths, physique, chimie et SVT. Donc, comme je vous le disais, ces spécialités ont vraiment pour objectif d'être vraiment… Le programme a été revu avec pour objectif de préparer mieux les étudiants pour leur poursuite d'études. C'est vrai qu'une des conclusions qui avait été faite par le ministère est de dire que le bac est réussi, mais que les études supérieures ne sont pas forcément réussies à la mesure de la réussite du baccalauréat et que cette différence, cette divergence nécessitait de revoir ce programme du baccalauréat et donc du lycée. Directement, on arrive à une question qu'on entend souvent, c'est mais est-ce que les spécialités que j'ai choisies l'année dernière sont les meilleures, sont les plus adaptées à cette poursuite d'études, sachant qu'à l'époque, et les choses sont en train de changer, puisque aujourd'hui, on peut lire quelques premières recommandations que vous avez devant les yeux, mais que moi, je ne vais pas vous lire, mais que vous pouvez découvrir. Aujourd'hui, que ce soit les classes prépa, que ce soit les écoles, que ce soit les facs, précisent de plus en plus les spécialités qu'elles recommandent et peut-être que demain, elles demanderont de manière obligatoire pour pouvoir poursuivre les études dans leur formation.
Il est clair que cette année est une année de changement, de mise en place qui est forcément progressive. Et à partir de ça, il y a, comme pour le baccalauréat, la nécessité d'une forme d'indulgence, il y a aussi la nécessité d'une forme d'ouverture d'esprit, je vais dire ça, et d'accueillir dans les parcours des étudiants peut-être qui n'auraient pas exactement suivi les spécialités les plus en adéquation, en affinité avec la poursuite d'études. Je vais vous donner un exemple qui est celui des écoles de commerce post-bac. Les écoles de commerce post-bac ont annoncé, c'est assez récent, qu'au mois de septembre, elles organiseraient des mises à niveau dans les 2 matières qui sont les mathématiques, pour ceux donc des étudiants qui n'auraient pas fait spécialité mathématiques, et également une mise à niveau en SES pour ceux des étudiants qui n'auraient pas choisi cette spécialité SES. De la même façon, la banque d'épreuves Accès, qui est connue pour une épreuve mathématique assez exigeante, a annoncé qu'elle remaniait son épreuve de maths de façon à aider un peu les étudiants qui n'avaient pas choisi maths ou même pas maths complémentaires. Donc, il y a vraiment un effort de tous les parties prenantes, finalement, aujourd'hui, pour faire en sorte que cette transition se passe avec le moins de difficultés possible, sachant qu'on sait bien que le contexte a fait que ces changements ne sont pas faciles, c'est clair pour les étudiants, mais pour les professeurs non plus. J'en entends beaucoup parler par eux aussi. Dernier point sur le grand oral, parce que ça sera pour aller plus loin, ça sera l'objet d'une conférence probablement au mois de janvier. Pourquoi j'ai associé tout à l'heure le grand oral à la spécialité? Si vous avez déjà commencé à travailler, mais c'est sûrement quelque chose qui va arriver un peu plus tard. Le grand oral va se passer en 2 temps. La première partie, on va vous demander de présenter une problématique que vous aurez travaillé en cours avec votre prof, soit une problématique liée à une spécialité, soit un peu comme l'ancien TPE, une problématique qui couvrira de manière transversale les 2 spécialités que vous choisissez. Donc, exposé et questions-réponses. Et dans un deuxième temps, la question qu'on vous posera sera celle que vous pouvez lire, qui serait en quoi la question traitée, et au-delà, bien évidemment, la spécialité, vous a été utile pour consolider votre projet de poursuite d'études et même pour votre projet professionnel. Donc, effectivement, on voit bien qu'il va falloir faire un exercice de mise en cohérence entre votre choix de spécialité et votre choix de poursuite d'études, et que même si les choses ont évolué, parce qu'on sait bien que c'est souvent le cas, eh bien, il faudra expliquer la raison de cette évolution. Et la raison étant que, à l'origine de tout, il y a un candidat avec ses domaines de prédilection et l'évolution aussi de ces centres d'intérêt. Et tout ça se prépare et sans aucun problème, ça se prépare. Oui, effectivement, pour Sophie, c'est le flou sur le grand oral et on viendra, c'est pour ça que je vous dis qu'on viendra, vraiment sur une conférence spécifique. On a commencé déjà à en faire une dans certains salons et on viendra sur une conférence spécifique sur le grand oral, sachant qu'on travaille également avec certains établissements qui nous demandent de les accompagner, soit pour former les étudiants, soit pour accompagner les professeurs aussi, parce qu'il va falloir accompagner les professeurs des spécialités pour qu'ils puissent eux-mêmes former les étudiants à cet oral. Voilà. Mais bon, on va dire que c'est un sujet pour le mois de janvier. Voilà donc sur ce sujet des spécialités. Oui. Je vais passer du coup la parole à Sophie. Même chose hein, pour ceux qui sont intéressés par le grand oral, parce que je vois apparaître des messages. Si vous voulez qu'on vous invite et si vous ne voulez pas rater certaines conférences, je vous engage à nous envoyer un message par mail à cette boîte contact. Donc, les prochains rendez-vous, ce sera fin janvier, on fera une conférence comme on le fait chaque année, spécifique dédiée à Parcoursup et les meilleures stratégies, comment optimiser les choix d'IVE sur Parcoursup. Et auparavant, on fera ces 2 conférences sur le grand oral et sur le bac philosophie. Voilà, mais n'hésitez pas, si jamais, pour ne pas nous rater, à nous envoyer votre intérêt, l'information que vous êtes intéressé par ces conférences par mail et on vous invitera directement. Donc, je passe la parole à Sophie, mais avant, je vais juste vous demander, puisque j'avais promis de faire des pauses, est-ce que sur ce sujet du bac et de la façon dont il a revu, vous avez d'autres questions, sachant que j'ai bien entendu que j'aurais à répondre à la question sur les oraux LV1 et LV2, que je me note tout de suite.
Bien, eh bien, Sophie, nous allons poursuivre. Donc, je vous laisse présenter le programme de physique-chimie. Voilà, donc par rapport à l'ancien bac S, vous voyez qu'il y a certaines notions qui ont été enlevées, mais au final pas tant que ça. Vous les voyez là. Donc en physique, je vous ai mis en italique ce qui correspond au final à des petites parties de fin d'année. Voilà, il y a seulement le théorème énergétique qui du coup ont basculé sur le programme de première. Et en chimie, il y a très peu de notions qui partent. Par contre, hop, là, vous voyez qu'au niveau des ajouts, ça va être un petit peu l'inverse. Il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, comme l'a annoncé Christine tout à l'heure. C'est vrai que l'idée de cette nouvelle réforme est de réduire la différence de niveau qu'il y avait entre le lycée, la terminale et le supérieur. Et donc, notamment en physique-chimie, il y a beaucoup de nouvelles notions qui sont apparues. Donc, toute la partie thermodynamique était très peu abordée avant et maintenant, elle va l'être beaucoup plus. La mécanique des fluides, il n'y en avait pas du tout. Et donc là, maintenant, il va en avoir en première, en terminale. Au niveau de l'optique, on va beaucoup plus loin puisque au lieu de s'arrêter aux lentilles, on va avoir des systèmes comme le microscope, la lunette astronomique, ce genre de choses. Tout le domaine de l'électricité qui était gardé au collège revient en force. Donc tout ça, on parle de gros pans de la physique. Pareil pour la radioactivité. Et au niveau de la chimie, on va plus loin. On voit les déplacements d'équilibre, la thermochimie. Donc beaucoup de notions en plus avec un programme qui se finit plus tôt parce qu'effectivement, du coup, l'idée, c'est que le programme soit clôturé avant les dossiers d'admission. Donc, ça fait grosso modo dans le même temps, parce que par contre, les charges horaires en terminale n'ont pas changé. Donc, il faut caser 50% de notions en plus, environ. Donc, c'est assez compliqué. Donc, du coup, en classe, ça va. Donc, déjà, avant, les profs finissaient le programme très tard, c'est-à-dire à peu près une semaine avant le bac en physique-chimie. Là, du coup, vous voyez qu'avec ces nouvelles contraintes, c'est très rapide en classe. Donc, moi, je le vois au niveau des élèves que j'accompagne en cours particulier. Ils ont beaucoup plus de mal à comprendre les notions directement en classe, à les digérer, à faire les exercices. Et encore une fois, là, la répétitivité dont il y a besoin au niveau des exercices, elle est impossible. Et là, avec le déconfinement, confinement, je ne sais pas trop comment dire, c'est encore pire parce que du coup, la plupart le cours, ils l'ont à moitié en poly. Les exercices, ils n'ont pas forcément le temps de les faire, de les corriger. Donc, ça apporte une difficulté supplémentaire. Donc, voilà. Donc, ça va demander énormément de travail personnel. Donc, pour pouvoir justement mémoriser toutes ces notions et pour pouvoir gagner en automatisme. Et ça, malheureusement, ils vont devoir le faire seuls. Voilà. Donc, le travail personnel, déjà, vous pouvez trouver quelques supports qui peuvent vous aider. Donc, bien sûr, il y aura toujours ce qu'il faut en classe. Donc, après, il y a au niveau des livres, ne serait-ce que leur livre de classe, il y a beaucoup de choses. Il y a un cours qui est détaillé, il y a toujours un QCM corrigé, il y a toujours un exercice rédigé dessus. Vous avez des supports aussi en ligne comme le livre scolaire, qui est un éditeur de livres qui met beaucoup de choses en accès gratuit sur Internet. Ils ont fait aussi un outil d'exercice interactif, l'Afterclass, que j'ai découvert cette semaine, qui est très bien. Il y a School Move aussi, qui permet de faire beaucoup de travail en autonomie. Et nous, on a un partenariat avec School Move pour les élèves qui suivent notre formation. Donc tout ça, ça peut aider à ancrer, on va dire, ce que je vais appeler les connaissances de base, le socle de base. Et alors, du coup, en fait, le programme de physique-chimie, comment dire, même si pour l'instant, sur Ecobac, c'est plutôt les notions de terminale qui tombent, je pense que ça a des chances d'être encore le cas cette année, mais elle s'appuie sur des connaissances qui sont vues en première et en seconde, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu en cascade, quoi. C'est-à-dire que le niveau 1 du chapitre est vu en seconde, le niveau 2 qui est beaucoup plus costaud en première, puis on va mettre la dernière couche, celle qui prépare au supérieur, en terminale. Donc, si on n'a pas consolidé ces connaissances de seconde et de première, il y a des chapitres de terminale qui vont être très, très durs. Sachant que globalement, ils ont 21 semaines de cours entre septembre et le bac, il y a 21 chapitres, il n'y a pas le temps de perdre du temps.
Donc voilà. Donc là, je vous ai listé différentes notions chapitres qui nécessitaient des connaissances de seconde et de première, et on voit qu'il y en a quand même pas mal. J'en suis un, tac, 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 il y en a plus d'une dizaine, où au final, on s'appuie sur les connaissances de seconde et de première. Donc, je ne vais pas forcément toutes vous les lister, mais voilà. Donc, Et ça veut dire quoi, Sophie? Ça veut dire qu'avant de passer sur un nouveau, parce que c'était le conseil que donnait Yannick, avant de passer sur un nouveau chapitre, vous conseillez de revenir à minima sur les fiches de révision, les fiches de cours qui avaient été faites voilà, sur complètement, la et classe pourquoi pas précédente. avec, voilà, complètement, effectivement, ça sert à rien de. Je vais prendre les lentilles parce que c'est assez flagrant. On ne peut pas comprendre un système d'optique de plusieurs lentilles si on ne sait pas traiter une seule lentille. Et une seule lentille, c'est au programme de première. Donc, effectivement, tout ce que je disais, il y a des outils, parce que c'est vrai qu'ils n'ont plus forcément accès à leur livre de première. Mais voilà, il y a des outils qui peuvent leur permettre de retravailler leur notion de première, comme voilà, les fiches, des exercices de base, ne serait-ce que ça permet de réactiver les choses. En classe, je ne pense pas que tous les enseignants aient le temps de faire des rappels sur tout ce qui s'est fait avant, très clairement. Donc voilà, donc après, en termes de comment on travaille ces chapitres, bon, je veux dire en physique-chimie, mais je pense que c'est valable dans beaucoup d'autres matières, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre, par couche. Les élèves ont souvent tendance à vouloir aller trop vite aux exercices difficiles, aux exercices de DS. Voilà, d'abord, il faut maîtriser son cours, et en physique-chimie, le cours, il est dense, il y a plein de choses. Donc les définitions, il faut maîtriser le vocabulaire utilisé dans le chapitre. Les schémas, il y a notamment tout ce qui est en chimie organique, il y a tous les schémas de montage, par exemple. Les grandeurs utilisées, leur unité, les formules, et pas se contenter d'apprendre la formule par cœur, en fait. Les formules en physique-chimie, elles ont un sens. Et même souvent, il y a une logique. Même pourquoi pas, on peut refabriquer la formule quand on comprend le phénomène qui se passe, par exemple, dans le bécher. On peut associer ça à à des expériences du quotidien. Je prends ne serait-ce que l'absorbant. Je pense qu'on s'est tous servi déjà des verres de sirop, de je ne sais pas quoi. Plus on met de sirop, plus la couleur est foncée. Parce que voilà, et ça permet, au final, ça illustre la loi de Berlambert et ça permet de mieux la retenir. Et puis enfin, toutes les notions qui se cachent derrière. Donc au final, travailler son cours, ça demande déjà beaucoup de temps. Voilà, en physique-chimie, c'est très dense, il y a beaucoup de choses. Et donc après, en termes d'exercice, voilà, y aller crescendo. On commence par des choses simples, appliquer simplement les formules. Donc ça, on trouve ça dans tous les manuels ou dans tous les sites. Après, ils auront chacun leur codification. Si je prends le livre scolaire, on a l'exercice vert, orange et rouge. Voilà, il y a des livres où ils ont des systèmes de barres, des livres où ils ont des systèmes d'étoiles. Les enseignants en classe aussi font des exercices de difficulté graduelle. Voilà, mais l'idée, c'est d'abord, on maîtrise son cours. Ensuite, on fait des applications simples. Ensuite, on commence à faire des exercices plus intéressants, ces exercices type DS. Et puis après, les exercices plus durs de fin de chapitre, ceux-là sont ceux qui préparent au bac, voire même certains au supérieur. Certains sont même au-delà du niveau bac. Un autre point, c'est au niveau des DS, donc des devoirs surveillés. J'ai envie de dire, peu importe la note, qu'on ait 5 ou qu'on ait 15, l'idée, c'est de comprendre où sont partis les points. Où sont les 5 points qui manquent, où sont les 15 points qui manquent. Voilà, avoir cette niaque de comprendre ce à côté de quoi on est passé. Une fois qu'on a bien fait ce travail de compréhension, idéalement, il faut essayer de refaire le DS, donc plus tard, une fois qu'on n'est pas dans la mémoire vive. Et là, l'idée, c'est de refaire le DS avec 0 faute et puis avec une rédaction bien soignée. Et moi, ce que je conseille souvent à mes élèves aussi, c'est d'avoir une petite feuille de route DS après DS qu'on remplit avec ses erreurs bêtes. Il y a des erreurs de notion qu'on aura vues dans la partie comprendre ses erreurs, mais après, il y a des choses qui peuvent revenir, comme des erreurs de conversion, comme j'ai pas pensé à mettre l'unité, comme voilà, sur mon champ. Voilà, des erreurs bêtes, il y en a plein. Et après, c'est intéressant de voir si voilà, cette erreur bête, elle était ponctuelle, ou est-ce qu'elle revient DS après DS. Et si elle revient DS après DS, du coup, on a identifié notre bête noire. Et le jour J, on dira, ah, tiens, moi, les conversions, j'ai tendance à les oublier, je vais faire spécialement attention le jour du bac. Voilà. Donc, une fois que tout ce travail est bien fait, on arrive aux fiches de révision. Donc,
Une fiche de révision, ça ne se fait pas au début. Hein. Sinon, on recopie son cours alors qu'on ne l'a pas encore compris et assimilé. C'est plutôt l'inverse, en fait. Une fois qu'on a vu le cours, qu'on a fait des exercices de difficulté croissante, qu'on sera déjà tombé dans des pièges, on peut faire une ébauche de fiche juste avant son DS. Le DS permet de voir justement où on en est. Et une fois qu'on l'a retravaillé, là, on a enfin un vrai recul sur son chapitre. Et là, on peut faire une fiche qui est vraiment efficace. Et après, cette fiche, on n'aura plus qu'à la relire régulièrement pour activer tout ce long travail qu'on aura fait de compréhension sur les notions. Voilà. Et puis, dans un dernier temps, quand tous les chapitres auront été bien vus, c'est de faire un bachotage anal, donc s'entraîner sur des sujets. Donc, le rythme que je conseille en physique-chimie pour le bac, c'est de 6 à 9 questions par demi-heure. Donc, c'est très dur d'avoir ce rythme-là en début d'année, mais c'est bien d'essayer de le viser, parce que quand on arrive à atteindre les 9 questions par demi-heure sur un sujet de 3h30, ça fait qu'on a facile une demi-heure pour se relire à la fin, pour revenir sur les questions compliquées. Et voilà, ça permet de passer une épreuve sans stress. Donc voilà, ne pas attendre le mois de février pour se mettre à essayer d'avoir ce rythme-là. Voilà, essayer de le viser dès le début d'année, puisque ça va venir petit à petit. Et l'intérêt de faire aussi, de s'entraîner sur des annales, c'est qu'on va apprendre à gérer son temps, justement les 3h30, comment on les répartit suivant les sujets. Au niveau du bac, ce qui va changer par rapport au DS, c'est aussi la tête un petit peu des épreuves. Hein. C'est pas rare que vous ayez une page entière d'énoncés et de données en physique-chimie. Donc c'est sûr, si on s'amuse à tout lire, ensuite lire les questions, puis ensuite revenir, on perd un temps fou. Donc voilà, ça se gère ce temps-là, on apprend à le faire. Et aussi, quelque chose dans lequel ils n'ont pas l'habitude, assez régulièrement dans les sujets bac, on a des questions ouvertes. C'est-à-dire, voilà, on a une troisième partie, il y a un petit énoncé, voilà, un énoncé de problématique, il faut se débrouiller. Il n'y a aucune piste et en général, c'est des raisonnements en 5 à 10 étapes. Donc voilà, c'est des questions difficiles qui sont sur pas mal de points, qui sont en général à la fin du sujet et qui s'adressent aux élèves qui sont les plus aptes à réfléchir. Donc pareil, ça s'entraîne, hein, c'est surprenant la première fois qu'on a affaire à ça. Avant de poursuivre, Sophie, on a une question, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse en physique-chimie. En fait, Yannick était capable en maths, était capable d'identifier des thèmes dont il était écrit de manière officielle, entre guillemets, que les épreuves ne porteraient pas sur ces thèmes. Donc, lui, son conseil était plutôt de dire ne les négligez pas pour autant parce qu'ils ont leur utilité au-delà de l'épreuve. Est-ce que sur la physique, et je vous dis, c'est vraiment complètement différent selon les spécialités. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas vu moi, que sur la physique chimie. Si, il y en a, je suis en train de chercher l'information parce que j'avais décortiqué tout le programme, je vais vous retrouver ça. Vous pouvez vous pourrez le rajouter tout à l'heure. À la fin, pendant que je finirai, vous pourrez finir de chercher et peut-être que vos. Alors du coup, on va voir tout ce qui est... Enfin, il y en a très peu. En final, il n'y a que la radioactivité, la mécanique des fluides de terminale et le photon qui saute. Donc, et encore une fois, par contre, pour le post-bac, ils sont très importants. Donc là, je vais rejoindre Yannick sur ce qu'il a dit. Voilà, effectivement, pour les épreuves du bac, c'est... En fait, donc, la radioactivité. Alors, je vais les mettre. La radioactivité. Si vous pouvez les écrire, ce sera pas mal. Alors, moi, c'est ce que j'appelle le photon. Ce n'est pas le vrai titre. Tac, tac, tac. Tout ce qui va être effet photoélectrique. Et la mécanique, la dynamique des fluides. Donc ça ne devrait pas tomber. Voilà. Et après, il y a la moitié de la cinétique. La moitié de la cinétique chimique. Donc ça, en fait, c'est des chapitres qui ont été prévus pour être vus, en fait, officiellement après les écrits du bac. Donc, pendant la période où, j'imagine, ils préparent le grand oral. Et après, comme en classe, ils sont conscients qu'ils n'auront pas forcément pu bien travailler tous les chapitres, ils auront le choix entre deux sujets, alors que normalement, il n'y a pas de choix entre deux sujets pour une épreuve de physique-chimie. Merci, Sophie. Voilà, donc dans le travail, on va dire personnel, c'est-à-dire pour récupérer des automatismes, voilà, là, je ne sais pas du tout une liste exhaustive, mais voilà, il y a pas mal de choses qui doivent venir un peu comme des automatismes.
C'est-à-dire trouver sa formule de Lewis, ce n'est pas quelque chose qui doit prendre 5 minutes, ça doit prendre quelques secondes. L'approche des exercices en fiche mécanique, donc là, c'est vrai que c'est un domaine de physique qui demande extrêmement de rigueur. Ça va très vite en classe, donc en général, ils n'ont pas le temps de la travailler. Moi, je sais que je vais mettre l'accent dessus au stage de décembre. Après, faire un bilan de matière en chimie, c'est la base en fait. Hein. Si on ne sait pas quelles espèces on a, on ne peut pas faire de chimie des solutions, on ne peut pas faire de chimie organique. Donc, voilà. Il n'y a jamais un sujet là-dessus, mais c'est un outil phare. Si on ne sait pas le faire, c'est comme si on ne savait pas faire une addition en maths. Hein. C'est l'équivalent. Voilà, prédire ses réactions. Enfin, voilà, les protocoles de dissolution et dilution, très clairement, ça tombe. Il y a très peu de sujets bac d'orgas. On ne vous demande pas de décrire l'un ou l'autre. Et souvent, il y a des petites étapes clés qui sont oubliées par les élèves. Et malheureusement, c'est ces étapes clés qui sont importantes, qui font qu'on a la précision de notre dissolution, de notre dilution. Voilà, et ainsi de suite. Équilibrer une équation, pareil. Tout ça, ça doit être facile, en fait, pour les élèves. Calcul en ordre de grandeur, ça va dépendre. Ça, c'est surtout pour les élèves qui veulent faire les concours ingé de terminale, où c'est des concours qui sont sans calculatrice. Et donc là, du coup, ça demande de savoir faire des calculs en ordre de grandeur, et c'est quelque chose qui est pas du tout, en général, très peu travaillé au lycée. Mais c'est très efficace. Hein. Moi, je vais plus vite en calcul en ordre de grandeur que mes élèves à la calculatrice. Hein. Quand on sait faire, c'est redoutable comme méthode. Et donc, on arrive vraiment au nerf de la guerre, c'est-à-dire que pour l'instant, on a surtout parlé de ce qu'il faut maîtriser dans son cours. Mais après, réussir son épreuve du bac, ça va aussi au-delà, c'est savoir comment aborder son exercice. Que ce n'est pas parce qu'on connaît son cours, on connaît ses formules, on sait l'utiliser, que des fois, on n'est pas dérouté par un exercice. Donc, mon premier conseil, ça va être en fait, pas foncer bille en tête à lire tout l'énoncé et puis ensuite prendre question par question. Moi, en général, je conseille toujours l'inverse, c'est-à-dire qu'on lit directement toutes les questions de l'exercice. Et déjà, rien que ça, normalement, on a déjà deviné l'énoncé. Et surtout, du coup, quand on sait déjà les questions qui sont posées, quand on va lire l'énoncé, tout de suite, ça va nous sauter aux yeux ce qui est utile de ce qui l'est moins. Donc, on va tout de suite mettre en schéma notre énoncé, on va surligner les informations importantes dont on a besoin. Je reprends pour le sujet bac, on a une page entière de données, il ne faut absolument pas s'amuser à toutes les lire. On regarde un peu les questions, on regarde, tiens, ici, j'ai ce genre de données, puis après, on reviendra piocher l'information importante. Hein. On n'a pas le temps de lire les trucs 5 fois, hein. C'est du temps perdu, ça. Donc après, en termes de méthodo, moi, j'aime bien axer un peu ce que l'on cherche. Donc voilà, le but de l'exercice. Hein. Déjà, faut identifier ça. Ensuite, ce qu'on connaît, les données de l'énoncé. Donc, on peut les surligner, on peut se les mettre dans une caisse à outils, après, peu importe. Et enfin, les outils à disposition. Donc, les outils à disposition, globalement, ça va être les différentes formules qu'on a à disposition. Et après, à partir de tout ça, on élabore notre plan d'action. Une fois qu'on a ça, l'exercice, il est mort. Hein. Il bouge encore un peu, mais globalement, il est à terre. Et la gestion du brouillon, alors, pour moi, très clairement, le brouillon, il ne sert pas à grand-chose, sauf si on a des gros doutes, en fait. Hein, il ne faut absolument pas faire l'exercice entièrement sur le brouillon et s'amuser à le refaire au propre sur la copie. Ça, c'est du temps de perdu. C'est par contre, tiens, ma formule, je ne sais plus trop si elle est comme ci ou comme ça. On écrit les deux, on voit celle du coup qui va nous paraître la meilleure ou un peu des bribes de raisonnement. Puis une fois qu'on a notre plan, on y va directement sur la copie. Hein. Au pire, si on s'est trompé, on barre proprement, on refait en dessous. Tant qu'à faire entre les deux, on explique pourquoi on s'est trompé, on montre qu'on a un esprit critique et tout ça, c'est même valorisant. Donc voilà, donc le brouillon, très peu de choses dessus au final. Et après, le petit détail qui va différencier un peu les bonnes copies des copies excellentes, ça va être la rédaction. Moi, je dis toujours à mes élèves, imaginez-vous que vous êtes un correcteur du coup du bac, vous avez 500 copies à corriger en juste quelques jours. Bon, c'est assez simple, quoi. Les copies qui sont agréables à lire et faciles à lire, vous allez mettre le correcteur dans votre poche. Alors, certes, il y a des barèmes, mais il y a toujours des questions au final où on hésite à mettre soit c'est parfait, il y a le point, soit c'est raté, il n'y a pas le point. Mais c'est vrai que des fois, on hésite, c'est presque bien. Et une copie où tout le reste, est propre, est bien amené, est bien rédigé, où il y a du sens physique et chimique, ainsi de suite, on aura tendance à le donner ce demi-point. Alors qu'à l'inverse, une copie qui est brouillon, où les résultats ils sont balancés, où rien n'est amené,
dès qu'on peut ne pas mettre le point, on ne met pas le point, ça c'est clair et net. Donc voilà. Donc toujours un schéma sur une copie. En fait, l'idée, c'est que la copie doit se suffire à elle-même. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le correcteur il ait besoin d'aller constamment sur le sujet pour comprendre ce que vous faites. Je vais faire un parallèle avec les maths, vu que certains ont déjà suivi la conférence de maths. Pareil, en géométrie, on applique jamais un théorème de Pythagore sans mettre le triangle à côté. Bah, c'est la même idée en physique-chimie. On ne fait pas un exercice de mécanique sans faire un schéma à côté. On est sur une matière pareille à scientifique, donc avec du raisonnement. Donc, chaque étape de raisonnement, c'est une nouvelle ligne. Ça, c'est des copies qui sont plutôt en verticale et pas en horizontale. Ce n'est pas des copies où on écrit des pavés en français. Ce n'est pas la bonne matière pour faire ça. Travailler en formule littérale. Donc, voilà, donc une fois qu'on l'a obtenu, on encadre. L'application numérique, eh ben, on va la faire dans l'ordre de notre formule littérale, on fait attention au chiffre significatif, on souligne son résultat. Ce qui fait que le correcteur, quand il voit la copie, il cherche quoi? Il cherche ce qui est encadré, il voit si la formule littérale est bonne ou pas. Après, il va regarder un peu ce qui s'est fait avant. Si c'est pas bon, il va regarder où ça a bloqué. Pareil pour l'application numérique. On va regarder les conversions, on va regarder le résultat, puis si ça va, voilà. Et enfin, donc ça, c'est quelque chose qui est rarement fait au lycée et c'est bien dommage, avoir du recul sur son résultat, pouvoir faire un commentaire intéressant. Donc, commenter l'ordre de grandeur. Imaginons que le but de l'exercice était de trouver, je ne sais pas moi, la taille d'une fourmi. Si on trouve 1 kilomètre, il y a un problème. On sait tous qu'une fourmi ne fait pas 1 kilomètre. Donc, soit on revient sur son calcul et on trouve l'erreur, et si on ne la trouve pas, on dit bon ben voilà, je n'ai pas trouvé le bon ordre de grandeur, je n'ai pas trouvé d'où venait mon erreur, mais voilà, je sais que mon résultat, ce n'est pas le bon. Hein, on ne le souligne pas fièrement, on dit que voilà, on n'a pas trouvé le bon truc parce que voilà, on a du recul sur ce qu'on propose. Je crois que c'est terminé, Sophie. Merci pour ces conseils plein de bon sens et je pense qui permettent de réussir plus facilement ou moins difficilement. Je ne sais pas, ça dépend selon les gens. Est-ce que parmi les personnes qui sont avec nous, certaines d'entre elles ont des questions pour Sophie avant que j'enchaîne de mon côté? J'ai l'impression que tout a été très clair, Sophie. Allez. Alors, moi, je vais revenir, je vous avais dit, sur le sujet de la compréhension. Par rapport à ce que j'avais expliqué lors de la première réunion de mathématiques, on va crescendo, donc j'ai rajouté quelques éléments. La première information, j'ai voulu revenir un peu à l'origine de tout ça, c'est-à-dire à notre cerveau, et partager avec vous quelques idées, parce que je pense que c'est important d'avoir ces informations-là en tête. Avant, dans un deuxième temps, vous allez le voir, de revenir sur des conseils très, très pratico-pratiques, comme Sophie l'a fait, très opérationnels. Donc, dans le cerveau, nous avons tous des neurones. Je pense que c'est un mot, sans vraiment savoir ce que c'est un mot en tout cas qui nous est familier. J'ai trouvé sur Internet, c'est une copie d'une image que j'ai trouvée sur Internet, un schéma, à mon avis, très, très, très simplificateur, mais peu importe. L'important, c'est qu'il met très bien en lumière, je trouve, que chaque neurone est à la fois un récepteur et un émetteur. Donc, du côté gauche, vous avez le corps cellulaire de ce neurone avec les fameux récepteurs qu'on appelle parfois, dans les manuels, on lit ça, la dendrite. Et puis, à l'autre côté, vous avez les fameuses terminaisons neuronales qui, elles, vont être à l'origine des impulsions, donc des messages de sortie. Ces neurones, l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est que ces neurones vont établir des connexions entre eux grâce à ces terminaisons et ces dendrites. Et toute sa vie, le cerveau, il va construire, mais aussi déconstruire des connexions. Construire des connexions quand elles sont utiles, et puis les déconstruire quand on n'utilise pas une compétence ou une connaissance, et que finalement, tout ce réseau qui avait été construit n'a plus aucune utilité. Ces connexions, elles sont absolument nécessaires pour comprendre de nouvelles notions, et je vais y revenir un peu plus tard. Mais ce qu'il faut du coup avoir en tête, et je trouve que c'est une formidable bonne nouvelle, c'est que personne ne naît définitivement bête ou intelligent. Et je ne sais pas si Sophie est comme moi, mais moi je me bagarre en permanence avec des bagarres dans le sens gentil, avec des parents et des étudiants qui disent « je suis mauvais en maths ». Ah oui. Je pense que
personne n'est voué à être mauvais en physique, en chimie ou en mathématiques. C'est toujours les matières scientifiques qui font peur. C'est une question de travail et de façon de travailler et d'efficacité et d'organisation du travail. J'espère que Sophie, vous êtes d'accord avec moi. J'ai envie de dire, c'est même pire, c'est que moi, je vois beaucoup d'élèves qui se convainquent qu'ils ne sont pas capables et qui, du coup, se Voilà. bloquent enfin, n'arrivent pas à progresser à cause de ça ou sont surpris quand ils arrivent à faire quelque chose, alors qu'effectivement, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a aucune raison. C'est peut-être plus de temps ou une façon de travailler différente. Ça, oui, mais il n'y a aucune raison. En revanche, ce qui est sûr, et ça, c'est un principe que les pédagogues connaissent bien, c'est que, et tout ce qui est neuroscientifique également, à partir du moment où on se convainc qu'on va échouer, vous êtes absolument certain. Quand vous allez échouer, c'est écrit dans le marbre. Et de la même façon, et c'est toutes les techniques d'ailleurs qu'utilisent beaucoup de sportifs, où la visualisation positive fait aussi partie des éléments pour arriver à la réussite. Donc non, personne n'est bête ou intelligent, encore moins, enfin, ni dans les matières scientifiques, ni dans d'autres matières. En revanche, il faut du temps pour que ces fameuses connexions, peut-être que certains cerveaux ont moins de connexions préétablies de cet ordre-là, je ne sais pas. En tout cas, il faut du temps pour que ces réseaux se mettent en place. Et il est normal, juste normal, que cela paraisse laborieux au début, le temps que ces réseaux se forment, se renforcent. Et donc, il est essentiel d'accepter de persévérer. J'utilise avec les plus petits parfois l'image de la forêt. Quand on va dans une forêt un peu dense et que la première fois on veut marcher dans cette forêt, il peut arriver que quand il n'y a pas de sentier, on soit obligé de se faire son propre chemin en poussant les ronces, les arbres, les branches, les fougères et que ça paraisse un peu dur. La deuxième fois, d'une part, on reconnaîtra un peu le chemin, d'autre part, on aura déjà laissé ses traces, ça sera un peu plus facile. Et la 10e fois, vous imaginez comme moi, et vous le visualisez, que le chemin aura été tracé et que la balade deviendra une balade de santé. Eh bien, c'est un peu cette image-là qu'il faudrait que chacun garde en tête. Il est normal qu'au début, ça prenne du temps. Il est normal que ça prenne du temps. Il faut accepter de persévérer. Et en plus, en sachant en plus que plus vous allez accepter de faire cet effort, plus derrière les choses vont aller vite et plus votre capacité de construction va s'améliorer. Oui, là, je rebondis. C'est vrai que le désespoir, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose. Et c'est pour ça qu'être accompagné de quelqu'un qui peut vous donner confiance en vous, de quelqu'un qui peut partager, je réponds à un commentaire sur le chat, qui peut partager des méthodes et qui peut aussi accepter, enfin, faire comprendre la progressivité nécessaire. Je trouve que Sophie était très claire là-dessus. Il est essentiel de commencer par des exercices simples et petit à petit, améliorer la difficulté. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il y a des bons en maths, c'est une évidence, ou bons en physique-chimie, c'est une évidence. On a l'impression qu'ils travaillent pas du tout. En fait, ce n'est pas vrai. Ils travaillent aussi. Mais accepter que chacun fasse ça à son rythme. Et l'objectif, ce n'est pas d'être en avance ou en retard, peu importe. L'objectif, c'est d'être prêt pour mi-mars. Je me rends compte qu'il y a un point important que j'ai oublié d'aborder, c'est que au final, même s'il y a beaucoup de choses à faire, le trop est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir en faire trop si ce qu'on fait, on ne comprend pas à fond. Il vaut mieux refaire moins d'exercices, mais vraiment les comprendre pour être capable du coup, de ressortir ses connaissances dans un contexte différent. Moi, j'ai eu l'exemple d'une élève que j'accompagnais dans une remise à niveau scientifique. On faisait le programme de première terminale en 6 mois, donc c'était très dense. Et les élèves avaient à disposition des livrets d'exercices corrigés. Et en fait, elle s'amusait à refaire, enfin, elle essayait de refaire tous les exercices de livret et il y en avait beaucoup trop. Mais du coup, elle les survolait tous. Et après, à chaque DS, elle avait 0. Donc, elle s'est complètement découragée et pendant 2 mois, elle a complètement arrêté de travailler. Donc, ça faisait un tiers du programme qui passait à côté. Elle s'est mise en grosse difficulté. Et voilà, moi, comme elle n'est pas venue vers moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et là, je lui ai dit, non, refais d'abord, ne serait-ce que les TD qu'on a vus et comprends-les bien. Ça, c'est des exercices en plus. Après, c'est suivant le temps libre qu'on a. Mais tout ce qu'on fait, on doit le comprendre parfaitement, quitte à en faire moins. Voilà. Vous verrez, Sophie, j'ai fait une petite synthèse à la fin où je pense que je vous sais. Ah, d'accord, c'était peut-être dessus, pardon. Ce genre de choses. Non, c'est très bien. Ça reboucle aussi sur, ça ne vient pas forcément vite et parfois aussi, il faut accepter de revenir plusieurs fois sur une même donnée parce que la compréhension se fait couche par couche.
Pour revenir à mon histoire de neurones comme des plantes vertes, là, ou des arbres dont les branches poussent, petit à petit, les branches vont pousser et vous permettre d'aller un peu plus loin dans la compréhension. Donc, faites confiance à votre cerveau, ayez en tête que ça va demander de l'effort, de l'organisation, et nous sommes là justement pour vous accompagner sur l'organisation, les méthodes les plus efficaces, adaptées à chacun puisque nous sommes tous différents, et accepter de vous donner le temps, et accepter du coup de persévérer, accepter parfois de revenir 3 ou 4 ou 5 fois sur la même notion parce que c'est, va venir dans 2 minutes, il faut plusieurs fois pour comprendre et mémoriser qu'on a compris après. Donc ça, c'était un peu un point de contexte général. Je vais revenir là sur quelques petits exemples, et ils sont assez peu nombreux, vous allez voir, très concrets. Comment vous aider à comprendre? Alors la première des choses qu'on peut avoir en tête, c'est d'utiliser, et c'est la raison d'être d'ailleurs des exercices, utiliser vos erreurs pour comprendre. On peut donner, dans ce milieu-là des neuroscientifiques, on peut donner une image que je trouve frappante, qui est l'image du tir à l'arc. Le tir à l'arc, quand vous apprenez le tir à l'arc, la première fois, vous tirez trop haut et du coup, bah, vous allez réajuster le deuxième tir pour le baisser et être plus dans la direction de la cible. Cette fois-là, vous allez tirer à droite, bon, voilà, etc. Donc là, vous allez remettre et plus bas et à gauche et ça va marcher. En fait, le cerveau fonctionne de la même façon. Encore une fois, je simplifie énormément, mais le cerveau va, par rapport à une difficulté ou une situation donnée, prédire la bonne réponse. Et à partir de là, il va vous entraîner sur un comportement ou sur l'écriture d'une réponse. Et c'est à la lumière de la correction que ce cerveau pourra la prochaine fois, confronté à quelque chose qui va ressembler à cette situation dans la vraie vie, ou bien à une problématique ou un énoncé à l'épreuve du bac, va pouvoir corriger puisqu'il aura analysé l'erreur qu'il a faite. Et donc, ce que vient de dire Sophie est peut-être aussi une des raisons un peu clés, un peu récurrentes de l'absence de progrès chez certains étudiants qui, et je reviens sur ce que vous disiez, vont enchaîner les exercices sans vraiment prendre le temps de comprendre vraiment d'où vient l'erreur, quelle est l'erreur. Enchaîner les exercices en espérant que ça passera la prochaine fois n'a pas tellement d'intérêt. Vraiment, à chaque exercice, c'est important de faire une pause un peu, appuyer sur le bouton pause pour vraiment décortiquer la raison, pourquoi vous avez fait cette erreur. Et en règle générale, il y a toujours une raison derrière une erreur. Une mauvaise compréhension de quelque chose, un vocabulaire peut-être qui n'était pas là, etc., etc. Et ça peut être aussi un sujet intéressant à discuter avec vos professeurs si jamais vous ne comprenez pas vous-même pourquoi vous avez fait cette erreur. Et dans un deuxième temps, c'est exactement ce que Sophie disait, refaire les mêmes exercices un peu plus tard pour vérifier vraiment que cette compréhension, elle était vraiment là complètement. Faire attention, on a parfois l'illusion d'avoir compris, et je dis aussi, ne confondez pas familiarité avec compréhension, c'est deux choses différentes. Vous avez des commentaires, Sophie, par rapport à ça? Non, mais je valide complètement. Effectivement, ça permet donc c'est vraiment un processus de étape par étape, et c'est vraiment important de comprendre ça et d'accepter parfois la lenteur de ce processus. Mais c'est important de chaque exercice de comprendre aussi ce qui a été compris et ce qui reste encore à travailler, ce qui permet d'ailleurs de se concentrer sur la semaine suivante sur ce que j'appelle le reste à apprendre ou le reste à comprendre. Voilà, donc une phase d'exercice, un cours n'aura jamais été suffisant pour comprendre un cours. C'est à travers les exercices d'application dans ces matières-là que les choses vont se faire. À l'usure, ça finit toujours par passer. Mais ça va finir par passer. Et d'ailleurs, je n'ai pas commenté le support qu'il y avait tout à l'heure. Parfois, la meilleure des choses, c'est de passer à autre chose, justement le temps que ces connexions se fassent. Et je pense qu'on a tous vécu, et moi je le fais souvent, et d'ailleurs parfois mes nuits sont un peu difficiles, on a tous vécu la situation où on va se coucher, et le lendemain matin, comme par hasard, la lumière fut, et les choses qui n'étaient pas compréhensibles, elles deviennent d'une évidence absolue le lendemain matin, sans qu'on ait rien fait. Mais c'est ce mécanisme physique en fait, qui a pu se passer pendant la nuit. Alors, autre astuce qui est parfois une astuce de professeur, en tout cas moi, ça m'arrive quand je suis en cours et que je suis confrontée à un étudiant qui n'arrive pas à comprendre, enfin c'est plutôt moi qui n'arrive pas à lui expliquer de manière compréhensible un point que je veux faire passer, c'est de demander à ses camarades de reformuler.
Pourquoi? Parce que la personne va, son petit camarade va utiliser d'autres mots, un autre vocabulaire, va utiliser d'autres exemples que ceux auxquels moi j'aurais pu penser, qui seront peut-être plus pertinents. Et tout ça va permettre de faire des liens d'une autre façon avec des choses connues. Or, comprendre, là aussi je reviens sur des choses un peu conceptuelles, mais c'est toujours faire des liens avec des choses qu'on savait déjà. Soit des liens de similitude, mais d'ailleurs quand on décrit, par exemple, quelqu'un, une nouvelle personne à quelqu'un, on va dire Pierre, tu sais, il est comme Paul, il est aussi grand que Paul, mais en revanche, il est plus petit que Robert. Et donc, c'est vrai que notre compréhension, notre appréhension du monde, on l'a fait brique par brique, à travers des choses qui ressemblent et des choses qui s'opposent. Et ça, la façon dont un étudiant, et c'est souvent comme ça que les élèves se racontent les choses entre eux, mais tu sais, ça ressemble un peu au théorème tuc, ou bien c'est presque le théorème en question, mais avec cette différence-là. Et c'est une autre façon de présenter les choses. Bah, C'est vrai que c'est toujours, ça peut être un truc quand vous avez, vous êtes bloqué sur une notion, de demander à un ami de vous expliquer. C'est aussi une raison pour laquelle les préparations des épreuves du baccalauréat à 3 ou 4 ou 2 ou 3 sont parfois une bonne façon de travailler les épreuves du baccalauréat. ouais, je voulais rebondir sur les similitudes. C'est extrêmement vrai en physique-chimie, hein. Si on prend, je sais pas, la décroissance radioactive, c'est exactement la même loi que la décroissance chimique. Donc au final, c'est les mêmes formules. Donc on les connaît dans un chapitre, on les connaît dans l'autre. Si on prend le côté résistance, et ben la résistance électrique, la résistance hydraulique et la résistance thermique, on est encore sur les mêmes phénomènes. Donc la loi d'Ohm, on la voit. Donc il y a certains pans comme ça qu'on peut voir dans différents pans de la physique-chimie. Et au final, c'est la même loi qu'on retrouve à chaque fois. Donc si on l'a bien bossé une fois, ça passe très bien dans les deux autres thèmes. Ça permet de structurer les connaissances et de donner du sens, en fait. Ah bah moi, très clairement, je n'ai jamais appris la résistance en hydraulique, vu que je la connais pour en électricité, je sais la retrouver à partir de l'autre, par exemple. Idée 3, on oublie parfois ça, ce n'est pas parce qu'on a compris qu'on va s'en rappeler. Eh oui. Je pense que ça nous est aussi toujours arrivé ça, sortir d'une session d'exercice en disant ça y est, j'ai compris. Et puis la semaine d'après, on recommence et on retombe dans les mêmes erreurs. Et oui, on peut oublier ce qu'on a compris. Et donc, c'est l'importance de revenir, de la régularité et de revenir avant de passer peut-être à l'étape suivante, un peu comme ce qu'on disait sur la réactivation des classes de première et de seconde, hein, Sophie, de revenir sur les choses qui ont été comprises, mais pas forcément complètement mémorisées. Compréhension et mémorisation dans le cerveau, ce sont deux sujets différents. Mais en Donc, général, les élèves, entre la première et la terminale, ils ont oublié beaucoup de choses. voilà, exactement. Ils ont compris, hein, il n'y a pas de problème. Ils avaient compris, mais voilà, c'est entre-temps, il y a d'autres chapitres qui sont venus, il y a l'été qui est passé, et du coup, ce qu'ils savaient faire en première, là, comme ça, ils ne savent pas le refaire, ça demande une réactivation. Mais c'est rapide. En revanche, cette réactivation va être... Oui, voilà. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, refaites les exercices d'avant, mais aussi des nouveaux exercices. Et puis, il y a un truc que j'aime beaucoup, qui paraît beaucoup plus compliqué, parce que ça viendra peut-être un peu plus tard dans l'année. C'est consolider votre compréhension en imaginant vous-même des variantes de l'exercice que vous avez réalisé. Mettez-vous à la place du professeur. Par exemple, en maths, alors là, je se dire, j'ai une méthode de résolution. Quel autre problème permettra-t-elle de solutionner? Ou à l'inverse, par rapport à tel problème, quels sont tous les moyens que je peux avoir pour régler ce problème? Alors, j'ai pris un exemple de maths parce que je suis peut-être plus familière avec les maths qu'avec la physique-chimie. Je ne suis pas vexée, ça va. Les mêmes exemples, puisque c'est aussi un sujet de collège, quoi. C'est vrai que pour mesurer l'angle, il y a plein de méthodes, hein. Soit on est en trigo, soit on prend le compas. Enfin, il y a pas mal de la règle des 180 degrés, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Alors ça a deux avantages importants. La première, c'est de vérifier vraiment qu'on a bien compris le point essentiel du cours et au-delà de l'application bête et peut-être un peu moins bête grâce à plusieurs exercices, de vraiment comprendre le fondement du cours. Mais surtout, et c'est peut-être encore le plus important, c'est de gagner en agilité par rapport aux épreuves qui vont arriver au moment du bac et de ne pas être déstabilisé, comme on l'est tous souvent, par rapport à un énoncé qui sera un tout petit peu trop différent de ce qu'on a déjà vu et qui ne nous permettra pas de comprendre finalement que c'est la même question, ou c'est le même type de question, ou c'est le même approche, ou c'est le même début qu'un énoncé qu'on a vu précédemment, tout simplement parce que la façon de le formuler est un peu différente. Voilà, donc c'est quelque chose que je trouve moi très puissant également, ce conseil-là.
Sophie, sentez-vous libre de répondre avant que je fasse une petite expérience. Alors, il n'y a pas de commentaire. Alors, on va faire un petit exercice. J'espère que vous allez avoir la gentillesse de participer. Je ne crois pas l'avoir fait précédemment, celui-là. Petit énoncé. Dominique et Barbara se partagent une cagnotte de 110 euros. Dominique prend 100 euros de plus que Barbara. Combien récupère Barbara? Est-ce que sur le chat, rapidement, vous pouvez me dire la réponse en euros, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Dominique et Barbara se partagent une cagnotte de 110 euros. C'est facile, hein, vraiment simple. Hein. Dominique prend 100 euros de plus que Barbara. Combien récupère Barbara? Personne ne se lance. 10. Merci. Alors, je ne vais pas faire allez, 10. OK. Alors, effectivement, ce n'est pas la bonne réponse. Effectivement, cette réponse fuse souvent. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est la première réponse qui est le réflexe de nous tous. Et donc, la bonne réponse quand même, c'est bien évidemment, non, c'est 5 euros. Pourquoi? Parce qu'on a dit, Dominique prend 100 euros de plus. C'est le plus que Barbara qui change tout. Et donc, Dominique prend 105 et Barbara 5. Donc, on a bien 100 en différence entre Dominique et Barbara. Mais la deuxième réponse demande une vigilance et une prise de conscience. Ça, c'est une aptitude du cerveau qui est gérée par l'avant, on appelle ça le cortex, par l'avant du cerveau, qui est la capacité à prendre du recul par rapport à des réponses réflexes. Et c'est une compétence qu'on acquiert avec le temps. Un tout petit enfant n'en est pas capable. C'est une compétence du cerveau qui sert aussi à réagir dans l'urgence. Il y a une voiture qui passe, on sait qu'il faut qu'on recule vite, par exemple. Mais les épreuves de mathématiques, physique, chimie vont demander d'être capable de modérer cette tendance naturelle que nous avons tous à répondre de manière réflexe, de façon à prendre le temps de comprendre exactement quelle est la question qui est posée. Et au-delà de ces petites informations complémentaires que je nous ai apportées, ça me renvoie aussi à un sujet que Sophie a traité, qui est celui de l'énoncé. Et donc derrière ça, attention aussi à toutes les fautes qui sont liées à des lectures trop rapides des énoncés. Les énoncés sont souvent complexes, parfois même comportent des pièges, parce que les professeurs, parfois, il leur arrive ou de mettre des informations qui ne sont pas nécessaires, ou d'avoir des formulations qui sont compliquées. Bref, l'énoncé n'est jamais quelque chose de facile à lire. Et donc, soyez attentifs à tous les mots de l'énoncé, à leur enchaînement, ou de façon concrète. Alors là, c'était ma proposition. Sophie en a fait d'autres tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est lisez attentivement, repérez les pièges, éliminez les données superflues, voire souligner celles qui sont intéressantes. J'ai entendu de Sophie qu'elle disait commencez par lire les questions. Je pense que c'est et on fait ça par exemple en synthèse de texte aussi, où avant de lire complètement le dossier, on se met dans la projection de quelle est la synthèse qu'on va rédiger autour de quel fil directeur, pour aller vraiment chercher les informations et uniquement les informations nécessaires. Et peut-être à la fin, la plus importante me semble-t-il, pour être reformuler vous-même la question avec vos propres mots. Et je crois que c'est vous qui lisez peut-être même avec des schémas. Ah bah en physique-chimie, oui, très clairement. Moi, je lis un énoncé de mécanique tout de suite. Alors, il y a un skieur machin sur une pente, tout de suite, je suis en train de dessiner des trucs en direct. Sinon, bah, voilà, ça demande de relire l'énoncé une deuxième fois pour le faire. Et c'est vrai que ça, voilà, ça vaut le coup de prendre juste un petit peu de temps pour s'assurer qu'on a bien compris ce qui est attendu de nous. Et après, on fonce. Mais voilà, il y a des moments, il faut savoir prendre du temps et la compréhension de l'énoncé en fait partie. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un exercice de reprendre de manière un peu simplifiée, mais en tout cas, l'idée, c'était… Ça ne sera jamais exhaustif parce qu'on pourrait passer des journées à vous donner des conseils, mais en tout cas, il y en a quelques-uns là qui sont ceux qu'on a partagés. Pourquoi on ne comprend pas ou pourquoi on peut se tromper? Alors, d'abord, parce qu'on n'a pas eu assez de temps, notre cerveau n'a pas eu assez de temps pour la construction de ces fameuses connexions. On n'a pas fait suffisamment d'efforts, on n'est pas revenu suffisamment longtemps et on l'a dit tout à l'heure, on s'est découragé trop vite. C'est ce premier groupe de raisons. Deuxième type de raison, on n'a pas utilisé les erreurs pour comprendre, donc vraiment identifier ce qu'on n'avait pas compris pour aller à la recherche de cette compréhension-là, quitte à la demander au professeur. Pas assez d'exercices d'application. Et c'est votre exemple, Sophie, que j'avais remis là, c'est faire 30 exercices en une seule fois, ça peut rassurer parce qu'on a l'impression
qu'on a vraiment bien travaillé, puisqu'on a fait 30 exercices, il vaut mieux en faire que un et vraiment comprendre la raison de l'erreur, plutôt qu'en faire 30 et ne pas se donner du coup le temps de cette compréhension. C'est ça que vous voulez dire, Sophie, je pense. Oui, bah, ça rejoint ce que je disais aussi en termes de travail personnel, hein. Une heure par jour, l'idée, c'est d'en faire régulièrement. Et pas, ça ne sert à rien de faire tout un week-end que de la physique-chimie. Il vaut mieux en faire un peu tous les jours, très clairement. On n'a peut-être pas pensé à utiliser d'autres formulations que celui du bouquin ou du prof, donc ceux des amis, mais aussi, c'est quelque chose sur les fiches qui peut être intéressant, de se formuler soi-même les idées avec ses propres mots. Attention, ensuite, on va vous demander d'utiliser un vocabulaire particulier et très spécifique. Et il faut aussi avoir en tête qu'à certains moments, il faut utiliser certains mots qui sont les mots du vocabulaire. Mais passer par une reformulation avec des mots quotidiens, des mots de soi, c'est aussi une autre façon de vérifier qu'on a vraiment compris les choses et en faisant ces fameux liens entre c'est pareil qu'eux ou c'est tiens, c'est différent d'eux. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs je disais de faire la fiche en fait à la fin, hein. C'est une fois qu'on a du recul sur son chapitre, qu'on est capable de se l'approprier et voilà, avec ses mots, avec son code couleur et ainsi de suite, de se le faire sien. C'est limite son propre cours au final. On prend la place d'un prof quand on fait ça. Peut-être pas assez de nature différents ou pas assez imaginé, il n'y a pas de S, c'est une erreur de frappe, j'espère. Imaginer d'exercices différents et pour ne pas être déstabilisé par un nouvel énoncé. En tout cas, si vous ne pensez pas être capable d'imaginer dans un premier temps, en tout cas avoir vu suffisamment d'énoncés différents pour comprendre toutes les déclinaisons possibles. Attention aux réponses qui sont des réflexes. Le S qui ne devrait pas être à imaginer doit être à réflexe. Il est parti en vacances. Il part en vacances, voilà. Ou une mauvaise ou une lecture trop rapide de l'énoncé. Je pense que j'ai encore 2 derniers sujets. Parfois aussi, c'est parce qu'on n'a pas les prérequis suffisants, et donc ça reboucle avec ce que Sophie disait sur la réactivation des notions de première et voire de seconde. Et puis le dernier point, et ça reboucle encore une fois là avec cette dimension de il faut du temps pour que les choses se fassent. Sophie a évoqué un mot sur lequel je ne suis pas revenue, qui est la mémoire vive ou la mémoire de travail. Effectivement, dans le cerveau, on a un peu comme les ordinateurs, des mémoires vives et puis une mémoire à long terme qui va stocker les choses dans la durée. Cette mémoire vive ou cette mémoire de travail, elle va servir à stocker temporairement les éléments dont vous avez besoin pour comprendre. Donc, pour comprendre un problème, vous avez besoin de mettre en relation des éléments de nature différente. Mais de la même façon, pour mémoriser, vous allez dans un premier temps structurer et stocker dans votre mémoire à court terme ces éléments, et dans un deuxième temps, ça passera dans la mémoire à long terme. Eh bien, il arrive, parce que cette mémoire est assez courte finalement. On dit, je crois qu'elle peut retenir que 7 éléments de nature différents. Et encore, ça dépend. La littérature varie. Les mémoires Shadok. Oui, voilà. La littérature varie, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas infini. Et donc, il y a des moments où, un peu comme une mémoire tampon, il faut la vider. Et le cerveau se fatigue. Et c'est aussi quelque chose qui plaide pour la régularité. C'est vraiment important d'être régulier, mais d'avoir et de se laisser des pauses. Et les pauses dont on peut penser que ce sont des pertes de temps, en fait, c'est au contraire une façon d'être plus efficace, parce que le cerveau se fatigue. Donc, un parmi d'autres, mais un rythme, moi, avec lequel j'aime bien, c'est l'idée de se dire on va travailler par des séances de travail de 2 heures, par exemple 2 heures par matière. Entre chacune de ces plages de 2 heures, on va faire une vraie pause de 20 minutes. On va faire le tour de pâté de maison, on va s'oxygéner les neurones, manger, boire. Voilà, il faut aussi penser à son corps et donc faire cette pause-là pour son corps. Mais même à l'intérieur de ces plages de 2 heures, fonctionner par mini-séquences de 20 minutes chacune qui, elles, vont être de travail intensif. Vous avez sûrement entendu dire qu'on ne peut pas être concentré de manière efficace et intense pendant très, très longtemps. Et donc, ces plages de 4 fois 20 minutes avec micro-pause entre chacune des plages et une séance de 2 heures par matière, et en règle générale, parce que bien évidemment, tout ça doit être adapté à chacun de nos cas particuliers, à nous tous, mais c'est plutôt une organisation qui fonctionne bien. Voilà. Et puis, le dernier conseil, ça sera la fin de nos conseils pratiques, je laisse la parole à Sophie, c'est les 2-3 jours, on ne fait rien. Je crois que Sophie avait un exemple. Ah bah, ils sont durs à suivre. Bah, c'est même un exemple personnel, hein, mais moi, ce conseil, j'ai jamais voulu l'écouter. Et du coup, il y a un oral de concours qui était très important pour moi. Bah,
Voilà, j'ai voulu réviser jusqu'à la dernière minute, jusqu'à 1 heure du matin. Devant le jury, j'ai dit n'importe quoi, des choses que je connaissais depuis le collège. Et je me suis trompée à l'oral de mon concours. Voilà, donc c'est important. Au final, on se prépare durant l'année. On est plus ou moins bien armé, mais après, le jour J, voilà, l'idée, c'est d'être de se battre à 110% avec les armes qu'on a. Voilà, si on arrive fatigué, complètement, voilà, le cerveau pas reposé, du coup, il ne fait pas les liens comme il faut et on peut massacrer complètement tout le travail acharné de préparation qu'on aura fait pendant 1, 2, 3 ans. Donc moi, c'est un conseil que je dis à tous mes élèves qui passent mes concours. Donc là, ouais, j'en ai là qui vont passer leur concours médecine la semaine prochaine. Ils avaient du mal à me croire jusqu'à ce qu'ils fassent une annale blanche fatiguée. Là, il me fait, c'est bon. Au début, je culpabilisais à suivre ton conseil, mais là, je vais vraiment le suivre et je vais vraiment rien faire 2 jours avant mon épreuve. Je pense que malheureusement, parce que ça m'est arrivé à moi aussi, on a tous besoin de vivre ça une fois pour être complètement persuadé. Malheureusement, oui. Moi, je me suis pris aussi une grosse tôle un jour. J'ai compris, voilà, sur des choses que je connaissais parfaitement. Voilà, donc on termine comme prévu par l'accompagnement PGE. Donc cet accompagnement pendant le lycée, elle s'adresse aux étudiants de seconde, première et terminale. Il y a 3 axes. Les 2 premiers sont très liés, je pense que vous l'avez compris à travers nos témoignages et toutes les 2. Le premier des axes, c'est bien évidemment travailler pour avoir les meilleures notes pour les vœux, le dossier et pour la poursuite aussi d'études quand même, parce que tous ces sujets de physique-chimie que Sophie vous a présentés, ils sont fondamentaux pour la poursuite, par exemple, dans une école d'ingénieurs. Complètement. Donc, l'excellence académique, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, grâce beaucoup à de la méthode. On va vraiment, l'idée, c'est qu'on n'est pas le lycée bis. Le lycée travaille très bien de son côté aussi pour la plupart des établissements. Donc, c'est vraiment avoir l'envie d'apporter des choses complémentaires et en particulier grâce à ces méthodes de travail, les bons réflexes, les bonnes façons de travailler. Ce qui ne veut pas dire que Sophie ne reviendra pas sur des points de cours dans son Je vais accompagnement. revenir sur les points de cours. Et puis, on a également 2 volets complémentaires dans l'accompagnement. L'orientation et la projection. Vous avez compris le parallèle qu'il faut faire entre les spécialités et l'orientation finale. Donc, c'est important de vous accompagner pour y voir clair le plus tôt possible. Puis, c'est important aussi d'être clair sur cette orientation parce qu'à partir du moment où on sait quel est notre objectif, on sait pourquoi on travaille pendant ces années de lycée, seconde, première, terminale. Toujours, quand on a l'objectif en ligne de mire, on est meilleur et la réussite, elle est toujours là. Donc, c'est aussi une des façons d'avoir des meilleurs résultats, c'est de savoir pourquoi on travaille au lycée. Et puis, dernier sujet, dans le cadre de l'aisance oratoire, dans le cadre du bac français et bien sûr de ce grand oral dont on a parlé tout à l'heure, c'est de vous accompagner aussi par des stages qui commenceront un peu plus tard dans l'année sur les qualités d'aisance oratoire. L'aisance oratoire, la façon de s'exprimer, mais aussi derrière les capacités à présenter clairement, à argumenter les choses, à convaincre, à la fois le fond et la forme derrière ces ateliers qu'on va mettre en place. Sachant que le nom de PGO veut dire grand oral, donc c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours. Et puis donc, je vais passer pour terminer la parole à Sophie sur la partie académique. Donc, je vais revenir donc, sur pour revenir sur les stages d'accompagnement, sur les méthodes, sur les matières des spécialités. Donc, un accompagnement qui va se passer en 2 temps, dès les vacances de Noël et sur ces spécialités. Il reste encore quelques places, pas énormément, parce que l'idée, c'est en aucun cas d'avoir des groupes de plus de 10 à 12 étudiants. Et donc, un premier accompagnement de 12 heures pendant les vacances de Noël, suivi d'un deuxième accompagnement pendant les vacances de février, donc bien plus proche de l'évaluation du mois de mars. Peut-être que je vous passe la parole, Sophie, pour revenir un tout petit peu sur le contenu Oui. du stage de terminale. Alors, du coup, là, dans un premier temps, je vous ai marqué au final les grandes thématiques qui tombaient au final au bac en physique-chimie. Il faut savoir qu'en général, il y a une grosse épreuve et 2 petits sujets. Donc, soit la dominante, elle est en physique et à côté, on a 2 sujets de chimie, chimie des solutions, chimie orga. Soit c'est l'inverse, on a une grosse épreuve du coup de chimie et du coup, on a 2 petites épreuves de physique. Donc, sur la grande épreuve, en général, c'est un sujet qui est transversal, qui fait appel à plusieurs notions. Et sur les plus petites épreuves, là, du coup, on est plutôt sur des exercices qui portent sur un chapitre. Donc, en général, en chimie, c'est simple. La moitié des sujets, c'est sur les titrages et l'autre moitié, c'est sur la chimie organique.
Et en physique, vous avez les ondes qui prennent un gros bout, la mécanique, un deuxième gros bout, puis après, tous les petits autres chapitres qui peuvent tomber. Donc, normalement, moi, ce que je vois avec les élèves que j'ai en cours d'année, en toute logique, les élèves, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont vu en chimie tout ce qui est titrage conductimétrique et pH métrique, et ils ont vu les ondes, et normalement, ils sont en train de faire la mécanique. Donc, du coup, moi, l'idée pour le stage de décembre, c'était du coup de retravailler ce qui a été bien vu, c'est-à-dire titrage et ondes, à partir du coup en plus, en général, ça a été fait, ils n'étaient pas encore en distanciel. Donc, le voir à partir de vrais sujets bac pour pouvoir amener la lecture d'énoncés, comment gérer ce flux d'informations, ce genre de choses. Voilà. Travailler peut-être aussi les incertitudes parce qu'il y a toujours au moins un gros calcul d'incertitude par sujet bac. Donc, voilà, ce n'est pas toujours énormément de travail au lycée. Donc, les sujets que j'ai barrés sont ceux que normalement, ils n'ont pas encore abordés, donc qu'on abordera du coup en février. Et la deuxième partie du stage, je vais la porter sur la mécanique. Donc, cette fois-ci, à coup d'exotypes, il y en a plein. Il y en a plein à croiser. Voilà, surtout qu'ils en ont rajouté déjà avant, ça demandait beaucoup d'heures de travail. Ils ont rajouté les ressorts, ils ont rajouté des tensions de fil. Donc, voilà. Donc, on verra à peu près pas mal de cas et surtout, à travers ces cas-là, je leur montrerai vraiment la méthode pour aborder des exercices de méca de façon bien répétitive et en sortie du stage, ils l'auront. Voilà. Alors, je crois que c'est terminé pour nous. J'ai vu la question. Voilà la question, parce qu'il y a des questions. Oui, j'ai vu une question. Donc, en fait, il y a l'épreuve écrite qui va compter pour 80% de la note et il y a l'épreuve de TP qui est une autre épreuve et qui comptera pour 20% de la note. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, elle est maintenue. Et pour répondre sur la question Parcoursup, alors je vous renvoie quand même à la conférence Parcoursup ouvrant le 22 janvier qui aura lieu, nous, cette semaine-là. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire, c'est ce qui se passait l'année dernière et que chaque année, il y a des aménagements sur cette plateforme Parcoursup qu'on apprend un peu au fil du temps, souvent en décembre, mais jusqu'au tout début janvier. Effectivement, l'année dernière, il y avait un questionnaire d'auto-évaluation obligatoire à faire pour les études scientifiques. En revanche, l'année dernière, ce questionnaire n'était pas partagé avec les établissements. C'était vraiment de l'auto-évaluation. Son objectif était de permettre à chacun des étudiants de terminale de mesurer le contenu et peut-être la difficulté du contenu auquel il serait confronté dans sa poursuite d'études, dans les études scientifiques. Donc, l'année dernière, c'était vraiment de l'auto-évaluation. Et les établissements du supérieur n'avaient pas accès à ce questionnaire d'auto-évaluation. Je vous engage à reposer la question à partir du 22 juin ou à venir à notre conférence cette semaine-là, parce que je vous dis, chaque année, il y a des aménagements dans Parcoursup d'une année sur l'autre, et donc je ne peux pas vraiment être certaine à 100% que ce dispositif, je ne suis même pas sûre que le questionnaire perdurera. Voilà, c'est vraiment ces sujets-là qui sont les petits à côté, de la même façon que tout le questionnaire version CV qu'on trouvait sur Parcoursup l'année dernière, qu'on pouvait remplir pour chacun des vœux. Est-ce qu'il perdurera? Est-ce qu'il sera aménagé? Au jour d'aujourd'hui, et tant que la plateforme n'est pas ouverte, on n'a pas il est important de rester quand même prudent par rapport à ce genre de réponse. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, sachant que je vous ai remis à l'écran les façons de nous contacter. Donc, la vidéo et toutes les vidéos sont sur notre Facebook et sur notre chaîne YouTube. Vous avez un numéro de téléphone. Marion est la personne qui serait derrière ce téléphone pour vous parler de tous nos programmes d'accompagnement sur le lycée. Et vous avez également notre mail pour poser des questions, si d'autres questions vous surgissaient. Et puis également pour ne pas oublier de demander le support que nous vous avons présenté si jamais il vous intéressait. Voilà, écoutez, si je ne vois pas apparaître d'autres questions, je vais me permettre de mettre fin à cette réunion, de vous souhaiter un bon dimanche après-midi, je crois que nous sommes dimanche, et de vous dire à très bientôt. Au revoir. Au revoir.